Bienvenue sur Zoom In. En 1972, Ah oui? le monde entier a les yeux rivés sur un match d'échecs. Hmm. Imaginez la guerre froide à son apogée. Mhm. Cette rencontre qui devient bien plus qu'un simple jeu. Tout à fait, on peut vraiment parler d'un affrontement entre deux idéologies. Exactement. Un symbole de la quête de supériorité intellectuelle, les États-Unis contre l'URSS. Deux superpuissances. Deux superpuissances qui se livrent une bataille acharnée sur tous les terrains. Et l'échiquier devient un champ de bataille symbolique. Absolument. Et les deux joueurs au cœur de ce duel sont tout aussi captivants. Bobby Fischer, l'Américain, est un génie imprévisible avec une personnalité complexe et un anticommunisme farouche. On dit souvent qu'il était paranoïaque, Oui. mais comment cela se manifestait-il concrètement? Et est-ce que cela a pu jouer un rôle dans sa victoire? C'est une question intéressante. Prenons l'exemple de ses exigences avant et pendant le match. Changer le matériel, se plaindre des caméras, vouloir jouer dans une pièce séparée. Oui? Tout cela a contribué à une atmosphère de tension palpable. Ah oui. Certains y voient des caprices de star, d'autres une stratégie pour déstabiliser son adversaire. D'ailleurs, en parlant de son adversaire Boris Spassky, le champion du monde, en titre incarnait une toute autre image. Il était issu du système soviétique d'excellence aux échecs, avec un style calme et posé presque un gentleman sur l'échiquier. Spassky était en effet l'opposé de Fischer en termes de personnalité et de style de jeu. Il représentait la vigueur et la discipline de l'école soviétique d'échecs. Pourtant, il n'était pas un fervent partisan du régime. Il avait même critiqué la répression en Tchécoslovaquie. Imaginez la pression qui pesait sur ses épaules. Oui. Il devait non seulement défendre son titre, mais aussi porter le poids de la domination soviétique aux échecs. Et cette domination était perçue comme une preuve de la supériorité intellectuelle du système communiste. Exactement. Pour l'URSS, remporter une victoire aux échecs, c'était affirmer la supériorité de son modèle. Et Spassky était le porte-drapeau de cette ambition. Donc on a d'un côté Fischer, le génie imprévisible et provocateur. Et de l'autre, Spassky le champion, en titre symbole de la puissance soviétique. Exactement. Le décor est planté pour un affrontement qui dépasse largement le cadre du jeu d'échecs. Et c'est à Reykjavik, en Islande, Ah oui. un pays neutre en pleine guerre froide, que ce match historique va se dérouler. Reykjavik, le choix du lieu est d'ailleurs très symbolique. Un territoire neutre loin des deux blocs qui devient le théâtre de cette confrontation idéologique. Et ce match devient rapidement un événement médiatique planétaire. Incroyable. Des millions de personnes à travers le monde suivent les parties. Un engouement sans précédent pour un jeu d'échecs. Comment expliquer un tel phénomène? Il y a bien sûr le contexte de la guerre froide, mais aussi la personnalité des joueurs, la dramaturgie du match. Fischer, dès le début, sème le trouble. Il perd la première partie sur une erreur grossière, puis il refuse carrément de jouer la deuxième partie. Ah bon, Il exige le retrait des caméras, se plaint du bruit de la lumière. c'est fou. On a le sentiment qu'il est au bord de l'implosion. Et pourtant, Spassky, contre toute attente, cède à ses demandes. Il accepte de jouer le reste du match dans une petite salle à l'écart, loin des caméras et du public. Certains diront que c'est un geste de grande sportivité, d'autres y verront une erreur stratégique. C'est une décision qui continue à faire débat. Spassky voulait avant tout se concentrer sur la partie, mais en acceptant les exigences de Fischer, n'a-t-il pas contribué à le déstabiliser psychologiquement? C'est une question intéressante. On a l'impression que Fischer avait besoin de ce chaos, de cette tension pour exprimer son génie. Est-ce que ses provocations et son comportement erratique faisaient partie intégrante de sa stratégie? C'est possible. Fischer était un adepte du jeu hyper moderne qui privilégie le déséquilibre et la création de situations complexes. D'accord. Il aimait déstabiliser ses adversaires, les sortir de leur schéma habituel. Et Spassky, représentant de l'école soviétique plus classique, a peut-être été décontenancé par cette approche. Et c'est là que Fischer prend l'ascendant. Il remporte la troisième partie, puis la quatrième. Son jeu devient de plus en plus précis, incisif. On a le sentiment qu'il a enfin trouvé son rythme. Il faut dire que le jeu de Fischer était révolutionnaire. Il a introduit de nouvelles idées, de nouvelles conceptions stratégiques qui ont influencé des générations de joueurs. Tout à fait. On peut citer par exemple son utilisation des pions isolés qui transformaient en armes offensives redoutables, ou encore son approche asymétrique des ouvertures. Fischer n'hésitait pas à sortir des sentiers battus, à prendre des risques calculés. Et finalement, après 21 parties et 53 jours de lutte acharnée, Spassky s'incline. Bobby Fischer devient le 11e champion du monde d'échecs. C'est un véritable coup de tonnerre. Oui, c'est la fin d'une ère. La domination soviétique aux échecs est brisée. Les États-Unis ont enfin leur champion, un symbole de leur puissance intellectuelle. Et Fischer devient du jour au lendemain une superstar mondiale.
Mais cette victoire a un prix. Fischer, obsédé par la perfection, refuse de défendre son titre et se retire du monde des échecs, sombrant peu à peu dans la paranoïa et l'isolement. Une fin tragique pour un joueur aussi talentueux, certains diront qu'il a été dévoré par son propre génie. D'autres pointent du doigt des troubles mentaux, son enfance difficile, sa solitude. On a du mal à comprendre les raisons de sa chute. Fischer devient un personnage controversé avec des déclarations antisémites et complotistes. Comment expliquer un tel basculement après 6 vers? Est-ce que la pression, la célébrité soudaine ont pu jouer un rôle? C'est difficile à dire avec certitude. Fischer était un esprit complexe, tourmenté. Il avait une vision du monde très manichéenne nourrie par son anticommunisme viscéral, et peut-être que sa quête obsessionnelle de la perfection aux échecs a déteint sur sa vie personnelle, le conduisant à un isolement croissant. Et pendant ce temps, Spassky, lui, comment vit-il cette défaite? On imagine que ça n'a pas dû être facile pour lui non plus, surtout en URSS, où la pression devait être énorme. En effet, Spassky a été vivement critiqué en URSS. Sa défaite a été perçue comme une humiliation nationale. Il a continué à jouer, mais il n'a jamais retrouvé son niveau d'avant le match contre Fischer. Finalement, il a quitté l'URSS pour s'installer en France. Deux destins brisés en quelque sorte. L'un par la victoire, l'autre par la défaite. Mais il y a une revanche, n'est-ce pas? En 1992, Fischer et Spassky se sont retrouvés en Yougoslavie pour un match revanche. Oui, ce match revanche a fait couler beaucoup d'encre, notamment parce que Fischer était alors persona non grata aux États-Unis. Ah oui? Il était recherché pour avoir violé l'embargo contre la Yougoslavie. C'était plus un spectacle médiatique qu'une véritable confrontation sportive. Et Fischer a encore une fois remporté la victoire, mais ce match n'avait évidemment pas la même portée historique que celui de 1972. Au-delà du résultat sportif, quel est l'héritage de ce match de 1972? Qu'est-ce qui nous apprend sur les échecs, sur la guerre froide, sur la nature humaine? Ce match a montré la puissance symbolique des échecs. Un jeu capable de transcender les frontières, les idéologies, les cultures. Un jeu qui peut passionner des millions de personnes à travers le monde. Et il a aussi révélé la complexité du personnage de Bobby Fischer. Un génie des échecs, mais aussi un homme torturé en proie à ses démons. C'est un héritage contrasté qui nous laisse un sentiment ambivalent. Admiration pour le joueur, consternation pour l'homme. On ne peut pas dissocier l'homme de l'œuvre, mais on peut essayer de comprendre la complexité de l'individu. Tout à fait. Fischer était un génie, torturé, un homme en lutte permanente avec lui-même et avec le monde qui l'entourait. Et peut-être que cette lutte et cette tension intérieure a contribué à alimenter son génie, comme si son instabilité était le prix à payer pour son talent exceptionnel. Le match Fischer-Spassky de 1972 restera gravé dans l'histoire des échecs, mais aussi dans l'histoire humaine. Un récit fascinant, tragique, qui nous interroge sur la nature du génie, sur le prix de la gloire, sur la fragilité de l'esprit humain. C'est une histoire qui nous invite à la réflexion, à la nuance, à la compréhension. Et qui nous rappelle que derrière chaque champion, derrière chaque héros, se cache un être humain avec ses forces et ses faiblesses. Alors malgré ces zones d'ombre, le génie de Fischer et son impact sur le jeu d'échecs surpasse-t-il ses faiblesses personnelles? C'est une question complexe, sans réponse facile. D'un côté, il y a le génie incontestable de Fischer, son apport au jeu d'échecs, sa capacité à transcender les frontières et à passionner le monde entier. De l'autre côté, il y a ses dérives, ses propos haineux, son isolement. Oui, c'est une question qui mérite réflexion. On ne peut pas effacer les aspects sombres de sa personnalité, mais on peut reconnaître son talent exceptionnel et son influence sur le jeu d'échecs. C'est un héritage complexe et nuancé. Fischer restera une figure controversée, mais son impact sur le monde des échecs est indéniable. Il a révolutionné le jeu, inspiré des générations de joueurs et contribué à populariser les échecs à travers le monde. Absolument. Le match Fischer-Spassky de 1972 est un moment clé de l'histoire des échecs, un moment qui a marqué les esprits et qui continue de fasciner. Un match qui nous rappelle que les échecs sont bien plus qu'un simple jeu, c'est une bataille d'intelligence, une lutte psychologique, un miroir de la société. Et parfois, c'est aussi une tragédie humaine. Oui, une histoire qui nous pousse à réfléchir, à nuancer, à essayer de comprendre. Elle nous rappelle que derrière chaque champion, chaque héros, il y a un être humain avec ses forces et ses faiblesses. Et au final, on revient à cette question. Le génie de Fischer et son impact sur le jeu d'échecs surpasse-t-il ses faiblesses personnelles? Une question difficile sans réponse toute faite. Oui, on ne peut pas ignorer ses dérapages, mais son talent et son influence sur le jeu sont indéniables. Il a révolutionné la façon de jouer inspirée des générations de joueurs et popularisé les échecs dans le monde entier. Fischer restera une figure controversée, un génie à la fois brillant et tourmenté. Le match de 1972 contre Spassky a marqué l'histoire des échecs, mais aussi l'histoire tout court. Ce match nous rappelle que les échecs sont bien plus qu'un simple jeu. C'est un combat d'intelligence, une lutte psychologique, un reflet de la société, et parfois même une tragédie humaine. Exactement. Et c'est peut-être ça qui continue de nous fasciner dans cette histoire.
La complexité de Fischer, l'intensité du match, les enjeux géopolitiques de l'époque, tout cela contribue à faire de cet événement un moment unique et inoubliable. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de l'histoire des échecs. Une histoire riche en émotions, en rebondissements, en leçons. Une histoire qui, on l'espère, vous donnera envie d'en savoir plus sur ce jeu passionnant et sur les personnages qui l'ont marqué. À bientôt pour une nouvelle découverte.